En Afrique du Sud, le chiffre d'affaires du commerce de détail de produits alimentaires a atteint près de 40 milliards de dollars. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans sa dernière note sur la distribution alimentaire dans le pays. Ce montant marque une baisse de 6% par rapport à l'année 2019, où le secteur enregistrait un taux de croissance de 3%. La contre-performance s'explique principalement par le ralentissement économique lié au coronavirus qui a érodé les dépenses de consommation des ménages et par les restrictions imposées par les autorités afin de contenir la hausse des cas de la maladie. En effet, les magasins de proximité et les centres commerciaux, qui sont les principaux canaux de distribution des produits alimentaires, ont connu une perturbation de leurs activités avec les différentes mesures de confinement. Si globalement cette situation a été préjudiciable pour le commerce physique, l'USDA indique qu'elle a néanmoins profité au commerce en ligne. Avec les déplacements réduits, de nombreux consommateurs ont renforcé leur recours aux achats en ligne, qui ne représentent actuellement que moins de 2% des transactions globales dans la distribution. Certains groupes ont déjà annoncé leur volonté d'accélérer leur virage vers le segment de la vente au détail en ligne qui a enregistré une croissance de 40% durant les différents confinements imposés dans la nation arc-en-ciel. En Afrique du Sud, le marché de la vente au détail de produits alimentaires est fortement concentré entre 5 grands groupes qui se partagent 80% du chiffre d'affaires total. Le Gabon a autorisé les navires européens à pêcher annuellement 32 000 tonnes, tonnage de référence de poissons dans ses eaux, selon les termes du nouveau protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, paraphé en février et signé en juin de cette année avec l'Union européenne. Selon l'article 8 de ce texte, le nombre de navires européens ayant accès aux eaux gabonaises sur cette période de 5 ans est limité à 37. Ces chalutiers devraient cibler entre autres principalement les crustacés de fond autorisés sur la base de résultats de campagnes exploratoires et du surplus identifié pour les stocks de crevettes et crabes de fond. En contrepartie de cet accès aux eaux et ressources halieutiques de sa zone de pêche, le Gabon devrait recevoir au moins 17 milliards de francs CFA sur 5 ans. De cette somme, 8,5 milliards seront versés par l'Union européenne et les armateurs s'acquitteront du reste, soit un montant au moins équivalent à la contribution de l'Union européenne. En plus, les navires européens sont tenus de communiquer quotidiennement leurs captures aux autorités gabonaises jusqu'à ce que le système d'enregistrement et de communication électronique soit mis en œuvre par les deux parties. Et au cas où les captures des navires au cours d'une année dépasseraient le tonnage de référence annuel, la compensation ferait l'objet d'un complément égal au tonnage des captures de cette année, au-delà du tonnage de référence multiplié par un montant de 50 € par tonne, selon l'article 13 du protocole. Kamoa Cooper, filiale locale de la coentreprise qui exploite la mine de cuivre Kamoa Kakula en RD Congo, a commencé les expéditions de concentré de cuivre sur le marché international. C'est l'annonce faite par Ivanhoe Mines qui précise que les premiers camions ont quitté le site pour le port de Durban en Afrique du Sud avant l'exportation finale. Ceci alors que la phase 1 de l'usine de concentration de Kamoa Kakula monte en puissance pour atteindre une production stable. Début juin, la compagnie a en effet conclu un accord avec une fonderie détenue par un groupe chinois pour la production de cuivre à partir d'un maximum de 150 000 tonnes de concentré chaque année pendant une décennie. Parallèlement, Kamoa Cooper a obtenu les dérogations nécessaires pour exporter toute sa production. Pour rappel, Kamoa Kakula est entrée en production le 25 mai et deviendra d'ici quelques années la deuxième plus grande mine de cuivre au monde avec plus de 800 000 tonnes de concentré produites annuellement. Pour cette année, la mine devrait avoir un rendement plus modeste, compris entre 80 000 et 95 000 tonnes de concentré de cuivre. Le projet est détenu à part égale par Ivanhoe Mines et son partenaire chinois Zijin Mining, 39,6% chacun, alors que l'État congolais y détient 20% d'intérêt. Le reste, 0,8%,
appartient à Crystal River Global Limited. Le président algérien s'est félicité du non-recours de l'Algérie à l'endettement extérieur, contrairement aux multiples prévisions fixant la fin de 2020 et le début 2021 comme date de recours à cette mesure, selon un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres. Se voulant rassurant quant à la situation macroéconomique du pays, Abdelmadjid Tebboune a, au nom de la souveraineté nationale, exhorté les Algériens au travail. D'après le chef de l'État, rien que le travail peut pérenniser ce principe de souveraineté. Il a également tenu à rassurer quant aux réserves de change qui s'élèvent actuellement à 44 milliards de dollars contre 53 milliards fin 2019. Ces réserves continuent néanmoins de baisser régulièrement. Entre 2014 et 2019, elles ont fondu de près de 65% selon la Banque centrale. Quatrième puissance économique du continent africain, le pays est particulièrement exposé aux fluctuations du prix du pétrole du fait de sa dépendance à la rente pétrolière qui représente plus de 90% des recettes extérieures. En mai 2020, le président algérien avait déjà tenu le même discours en précisant qu'il préférait emprunter auprès des citoyens plutôt qu'auprès du FMI ou de la Banque mondiale, rappelant la mauvaise expérience du pays après le recours à l'endettement auprès du Fonds monétaire international au début des années 90. Les États-Unis ont annoncé récemment leur intention d'envoyer en Afrique de l'Est une équipe de travail qui participera à la lutte contre les criquets pèlerins. Le groupe comprendra des représentants de plusieurs institutions américaines, dont l'Agence pour le développement international, le Conseil de sécurité nationale, le département de la Défense et le département de l'Agriculture. Cette équipe va se charger d'élaborer non seulement une stratégie complète de contrôle des invasions actuelles de criquets pèlerins dans les pays de la région, mais également de prévention de futures infestations. Elle devrait être opérationnelle sur une période de 2 ans et ciblera notamment le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie qui ont été les plus touchés par les ravages des nuisibles avec des conséquences importantes sur la sécurité alimentaire des populations. L'appui des USA sera complémentaire aux efforts déjà entrepris sur le terrain par des organisations internationales comme la FAO. L'organisme onusien envisage notamment de mobiliser 40 millions de dollars cette année pour financer ses opérations de surveillance et de contrôle des populations acridiennes, notamment en Somalie, au Soudan, en Éthiopie, au Kenya et au Yémen. En Afrique de l'Est, la menace acridienne demeure préoccupante. Voilà une nouvelle preuve qui pourrait bien relancer les crypto-monnaies dont les prix sont en chute depuis quelques semaines. La puissante banque d'investissement américaine JP Morgan Chase a décidé d'effectuer des transactions en crypto-monnaies pour le compte de ses clients, qu'ils soient fortunés ou pas. Selon Business Insider, qui cite une source anonyme de l'institution, 5 produits financiers sont concernés, à savoir le Bitcoin Trust, le Bitcoin Cash Trust, l'Ethereum Trust ou l'Ethereum classique et enfin le Bitcoin Trust d'Opera Funds. Les conseillers financiers de la banque vont exécuter les ordres de vente ou d'achat de ces actifs pour les clients de la catégorie gestion de patrimoine. Sont également concernés les clients souhaitant simplement investir, possédant des comptes autogérés ou utilisant l'application de trading de la banque. Si cette mesure a été envisagée en février dernier par Daniel Pinto, co-président de JP Morgan, sa mise en œuvre effective représente un tournant historique. Alors que son PDG critiquait encore le Bitcoin il y a quelques années, JP Morgan devient en effet la première banque américaine à ne pas limiter la négociation des crypto-actifs à ses clients les plus riches. Notons néanmoins que les conseillers ont interdiction de proposer les actifs aux clients et doivent attendre que ceux-ci en fassent la demande. Et il faut souligner que cette demande est une nouvelle preuve de l'adoption croissante des crypto-monnaies.
En Malaisie, les autorités n'ont pas fait dans la dentelle pour punir des mineurs accusés d'avoir siphonné de l'électricité d'une valeur de 2 millions de dollars et entraîné l'incendie de 3 maisons dans la ville de Miri. En plus d'amendes et des peines de prison allant jusqu'à 8 mois, la police a détruit leur machine de minage avec un gros rouleau compresseur. Selon les détails rapportés par plusieurs médias, ce sont 1069 appareils saisis qui ont été écrasés. La valeur des machines est estimée à 1,25 million de dollars. En choisissant de détruire les machines, l'État malaisien veut probablement envoyer un message fort aux autres mineurs de Bitcoin sur son territoire. Ces dernières semaines, les problèmes énergétiques deviennent courants dans les régions où le Bitcoin est miné. Rappelons en effet les exemples de la Chine où la répression contre cette activité continue ou de l'Iran où le gouvernement a suspendu depuis mai dernier et ce pour 4 mois le minage accusé de surcharger le réseau électrique. Si les grands besoins énergétiques du minage des crypto-monnaies ou encore leur impact sur l'environnement étaient connus depuis longtemps, ce n'est que récemment que les États ont véritablement intensifié la répression. Cela coïncide avec la multiplication des projets de monnaie numérique de banque centrale présentés comme meilleurs, moins nuisibles à l'environnement et plus sûrs. Pour rappel, le Bitcoin a chuté depuis son record historique de 65 000 $ de mi-avril, se négociant actuellement à environ 30 000 $.